Hello, hello tout le monde. Ravi de vous retrouver juste ici. Vous êtes quelques-uns à venir directement. Juste dès que vous nous entendez, dites-nous on vous entend, c'est OK, tout est good, on vous voit bien, ça bug pas. Vous nous dites dans le chat directement, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. Comme ça, on voit remonter vos commentaires et on peut directement être sûr que ça fonctionne. Maxime, Arthur, n'hésitez pas à parler un petit peu. Ah ouais, on parle un petit peu, hein, il faut un petit peu meubler au début, pas de souci. Écoute, enchanté aussi tout le monde, je suis content d'être là. J'espère que vous allez bien aussi tous et on va apprendre pas mal de trucs sur les CRM. J'espère que vous avez une demi-heure, je sais pas combien de temps ça va durer, mais Ouais, une 35, demi-heure, on 30, dépassera s'il faut. S'il y a des gens qui veulent encore plus de tips, on dépassera, s'il faut un petit peu. on va On essayer aura le temps de, qu'il faut, quoi. ouais, on va essayer Voilà. de faire assez court parce qu'après c'est, je sais Mmh. pas, chez moi il fait déjà nuit donc pas chez toi, Louis il fait pas nuit chez toi, je pense. Non, 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 moi je suis au Mexique. Arthur, un petit test pour savoir si on t'entend, comme ça les gens dans le chat, ils peuvent nous dire s'ils nous entendent, si tout est good. Est-ce que vous nous entendez bien? Donc Oui. OK, nickel, on va voir. 1re question, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent sur YouTube là. Est-ce qu'il y a des gens également sur LinkedIn qui nous rejoignent? C'est quoi vos CRM, les CRM que vous utilisez? Dites-nous tout ça. On est preneur d'avoir pour vous donner des conseils un peu sur mesure, des choses comme ça. N'hésitez pas à nous dire, voilà: «All good, OK». Stéphane qui nous dit: «OK». On a un peu de latence, hein, nous, sur le chat. Donc dites-nous les CRM que vous utilisez, on va le voir dans quelques instants. On va commencer, hein, dans, une petite minute, le live directement pour vous apprendre les hacks sur le CRM, sur l'alimentation, sur la gestion. OK, Odoo et HubSpot. Dans le CRM, on a du Pipedrive. OK, Pipedrive. Team Pipedrive aussi. Chez Rabbit2B, on est Pipedrive, mais il y a Maxime, expert, HubSpot. J'ai vu un petit HubSpot là, Odoo et HubSpot, c'est cool. OK. On a Arthur qui connaît beaucoup de CRM. Ouais. Pipedrive, c'est bien aussi. Ouais, c'est un peu plus simple que HubSpot. C'est comme ça que tu le définirais, Maxime? Je définirais ça, ouais, comme quelque chose qui est plus orienté sales, pur sales, alors que HubSpot, c'est plus marketing et sales et Mmh. service. C'est plus complet. Mmh mh. Ouais, je trouve que c'est une bonne définition. OK, on a Thomas, qui utilise HubSpot. Hem, Moi, Thomas, c'est mon associé, donc ah oui, bah, en oui, c'est force. normal. Il y a Marion, HubSpot aussi. Marion Simon qui nous dit sur LinkedIn, HubSpot. Nous, on voit les commentaires à LinkedIn et YouTube qui remontent. On va commencer. Hem et j'ai la chance d'être avec 2 experts, hein. Merci d'être là Arthur, merci d'être là Maxime. Donc Arthur, fondateur de Praise, un logiciel, je te laisse te présenter en quelques mots, que les gens ils sachent, à qui on a affaire. Ouais, surtout merci à toi pour l'invitation, Louis. Je m'appelle Arthur, je suis cofondateur de Praise. On est une solution qui permet d'enregistrer les conversations, mais c'est surtout de remplir le CRM, notamment via l'IA. On extrait des infos et on automatise le remplissage des champs qui sont un peu pénibles à remplir, à la main. Et du coup, ouais, on a l'habitude de travailler avec des clients qui ont pas mal de CRM différents, beaucoup de HubSpot, mais pas mal de Pipedrive, Salesforce, Dynamics aussi. C'est moins compliqué que ce qu'on peut penser. OK. OK, OK et j'ai invité Arthur parce que je suis moi-même utilisateur de Praise et du coup, ça me fait gagner pas mal de temps et il avait pas mal de tips à nous donner sur le CRM et également Maxime, fondateur de Cops, une agence, spécialisée dans le CRM donc c'est logique que tu sois là. Maxime, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Écoute, merci pour l'invitation, c'est très, très cool. Ouais, comme tu as dit, nous, donc j'ai créé Cops, donc c'est une agence de CRM. Finalement, on aide les entreprises B2B à implémenter et à optimiser tout ce qui touche au CRM. Donc, l'optimisation du CRM pour avoir plus de fluidité, soit en marketing, soit en vente. Et voilà, et avoir des meilleurs objectifs, atteindre ces objectifs plus facilement. Voilà.
Génial, génial. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Louis Deslu, je suis le fondateur de Era B2B. Je crée beaucoup de contenu sur la prospection notamment et un tout petit peu sur le CRM parce que c'est la continuité. Une fois qu'on génère des rendez-vous, où on les stocke, où on gère les leads, c'est dans le CRM. Moi, j'ai créé une agence. Aujourd'hui, on est 9, bientôt 10 de prospection où on alimente les pipelines de tous nos clients et on les aide à trouver les clients qui dépensent le plus chez eux, pas juste d'organiser des rendez-vous. Voilà tout et ceux qui sont intéressés, il y a un bouton pour prendre rendez-vous juste ici. On commence le webinar. On va vous parler de 2 piliers, l'alimentation et la mise à jour du CRM. Sur l'alimentation, on va voir plusieurs points, 5 pour être précis, et on va en avoir plusieurs également sur le nettoyage et la mise à jour du CRM. Et ça va être des petits hacks. C'est vraiment, on va vous partager des quick wins. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a des quick wins vraiment jusqu'à la fin, des choses que vous pouvez appliquer en quelques minutes sur votre CRM pour vous faire gagner vraiment énormément de temps. On commence tout de suite avec l'organisation des champs et des propriétés. Maxime, je te laisse la parole. Tu commences là-dessus? Ouais, je me sens chaud là, donc du coup, tu as bien fait de me passer la parole, j'allais prendre la parole. Écoute, sur la première partie, il y a un truc qui est, je pense que tout le monde devrait faire avant d'attaquer tout le reste dans un CRM, dans la partie alimentation, c'est l'organisation un peu de ses champs et ses propriétés. Quand je dis organisation des champs et des propriétés, je parle plus ou moins en fait des champs. Vous voyez ce que c'est un champ? Par exemple, nom, prénom, l'adresse mail, la date d'ajout, enfin bref, tous les champs. Le but, c'est d'utiliser ces champs-là, mais uniquement ceux dont on a besoin. Donc l'objectif, c'est avant de commencer, vous faites par exemple une liste de 10-20 champs qui vous sont très utiles dans l'avancement de vos deals. Et ça va être vos champs qui vont être obligatoirement à remplir, par exemple. Ça, c'est très important de les avoir notés de quelque part. Il ne faut pas prendre les champs comme des fourre-tout. Il ne faut pas prendre... en fait, sinon, ça va, on va dire, polluer un peu votre CRM. Ça va faire que vos sales, potentiellement, vont en recréer d'autres, des nouveaux champs, parce qu'ils se disent « Ah bah, il y a un nouveau champ qui est bien là, je l'ajoute ». Sauf que si on crée des champs à tout va, et ben en fait, ça va créer une grosse confusion dans le CRM et on va après avoir beaucoup moins de facilité à faire tout ce qu'on veut faire derrière. Des dashboards, des séquences, même des revues de pipeline. Bref, ça va être très compliqué de suivre. Donc, du coup, bien faire ça de manière organisée. Donc, voilà, moi, c'est le premier conseil que je donne. Voilà, évitez même les champs libres dans les champs. C'est-à-dire, c'est quoi un champ libre? Je finirai sur ça pour ce truc-là et après, je passerai la parole à Arthur, par exemple. Mais en gros, un champ libre, c'est du texte. Donc, admettons, si vous dites, vous voulez stocker le secteur de la boîte qui arrive dans votre CRM, au lieu de mettre un champ libre qui va peut-être vous pourrez mettre santé à l'intérieur du secteur de la santé. Si le commercial remplit santé avec un E ou santé sans E avec un E ou il fait une faute d'orthographe dessus, et ben on aura derrière un champ qui va être différent finalement. Et on va avoir du mal à filtrer dessus, on va avoir du mal à faire des listes. Donc dans ce cas-là, il faut éviter les champs libres à tout prix et plutôt utiliser des drop-downs, donc des champs avec menu déroulant, avec des choses qui sont très accessibles. Donc, tout ça, en fait, représente l'organisation des champs et des propriétés. Et c'est pour moi la chose la plus importante à faire, c'est de bien être organisé sur les données et les propriétés qu'on peut faire. Très clair, très clair. Là-dessus, du coup, on peut donner je suppose, des droits à des gens qui n'ont pas droit d'ajouter des champs et comme ça, on peut laisser les administrateurs ajouter des champs, choisir les bons champs et Arthur, pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait que c'est un bon champ? Toi qui arrives avec Praise à les mettre à jour, c'est quoi un bon champ? C'est vrai que c'est un très bon point. Ce qui est important, c'est de stocker la bonne info dans le bon format de champ. Il n'y a pas que des champs texte, comme tu le disais Maxime. Il ne faut pas hésiter à utiliser des champs spécialisés. Par exemple, si vous stockez une info qui est une valeur d'industrie ou une valeur de concurrent, par exemple, et que c'est toujours les mêmes valeurs qui reviennent, il ne faut pas hésiter à choisir un drop-down avec une pick list et forcer des valeurs standardisées. Comme ça, on se rassure que il n'y a pas de faute d'orthographe et c'est des valeurs qui permettront d'être réutilisées ensuite dans des rapports. Parce que si la data elle n'est pas structurée, elle n'est pas standardisée, malheureusement, les CRM font que c'est pas facile à exploiter ensuite.
Et puis je vais donner un autre exemple. Ça peut être utile, par exemple, d'utiliser un format nombre. Si jamais l'info que vous voulez stocker, c'est un chiffre, par exemple un budget, ou par exemple un nombre d'utilisateurs, ou par exemple, je ne sais pas quelle autre info. Il ne faut pas hésiter à utiliser des champs plus spécialisés si jamais l'info elle est très précise et elle est toujours dans un format spécial. Parce qu'il faut imaginer que l'idée, c'est pas simplement c'est cool de remplir un champ, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite, quoi. Il faut que cette donnée, elle soit exploitable. Mm. Mmh. On a Et vu, c'est la base. Vas-y la base. Maxime, je te laisse continuer. j'allais ajouter un truc qui souvent est fait, c'est l'utilisation des notes pour tout mettre. Souvent, on se dit, voilà, on a une note dans une transaction, et d'ailleurs, tous les commerciaux devraient d'ailleurs prendre, c'est pas le cas toujours, mais de prendre des notes. Et des fois, on se dit, bah, la donnée, elle est là. On a juste à aller voir dans la note, et il y a tout. Il y a le secteur, il y a le nom, il y a le timing, il y a plein de choses. Le problème, c'est que, comme tu disais, Arthur, bah, en fait, c'est pas exploitable derrière, parce qu'on va pas pouvoir réutiliser cette donnée pour des workflows, pour des dashboards, pour tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est très important d'avoir chaque champ pour chaque information qu'on veut stocker. Voilà. Très bien, très bien. Je donne un cas concret. Par exemple, chez RAB2B, on a relancé toutes les personnes qui avaient tel budget et qui avaient un replay avec nous. Et on leur a envoyé un mail avec le lien du replay qu'ils avaient déjà chez nous. Et comme ça, on leur a dit, oh machin, on a échangé telle date ensemble. On a fait ça automatiquement en 5 minutes parce qu'on avait déjà la donnée qui est structurée. Un exemple concret que c'est super bien d'avoir la donnée structurée. Je pense qu'on peut voir maintenant comment on injecte de la donnée. Mais avant de vous poursuivre sur le webinar, juste pour que vous ayez une vue globale, on va voir énormément de choses. Comment injecter de la donnée proprement, comment rendre obligatoire des phases de cycle de vie, comment on connecte son CRM avec ses outils métiers, quelles sont les bonnes pratiques, comment on automatise le remplissage de certains champs. Et on va voir même un bonus sur la clarté du CRM et sur la personnalisation de l'affichage. Et ensuite, sur la deuxième partie, sur la mise à jour du CRM, on va voir l'enrichissement des contacts des entreprises en priorité. On va voir comment on peut mettre en place un dashboard et des tâches de mise à jour pour les commerciaux. On va voir comment on peut avoir des bonnes pratiques sur les anti-doublons pour éviter d'avoir trop de données dans son CRM. On va voir la priorisation avec du lead scoring et même du lead scoring via l'IA. Et là, il y a une petite surprise qu'on va vous présenter à la fin. Et comment on exploite cette donnée-là, justement avec une petite surprise, avec un peu d'IA qu'on va vous présenter et qui peut être hyper sympa. Voilà, j'avais oublié de vous présenter le détail du plan. On revient à nos moutons et on va voir les process avec toutes les entrées de leads dans le CRM. Comment on injecte des leads dans le CRM. Justement, je te laisse la parole, Arthur, sur les différentes façons et les bonnes façons pour harmoniser la donnée dans son CRM. Et du coup, comment est-ce qu'on fait? Il faut partir de qu'est-ce qu'on veut remplir comme info. Donc l'idée, c'est d'essayer de standardiser et d'harmoniser les infos qu'on veut importer et d'utiliser des champs justement avec le bon format. Typiquement, si vous avez un formulaire de prise de démo sur votre site qui crée des leads automatiquement, c'est hyper important de poser des questions de façon structurée pour que l'info elle remonte et qu'elle soit directement exploitable, plutôt que d'avoir que des questions ouvertes. Faut pas hésiter à poser des questions avec des choix fermés. Par exemple, nous, on a une question sur la taille de l'entreprise où il y a des fourchettes, donc combien d'utilisateurs. Et pareil sur le CRM utilisé par notre client, c'est hyper important de savoir en amont, voilà, est-ce que le deal, enfin le lead qui rentre, il est déjà intéressant ou pas, est-ce qu'il est qualifié par rapport à notre ICP. Ok. Donc, pas hésiter à voilà. Et justement, comment tu injectes cette donnée? Genre, est-ce que c'est du CSV? Est-ce que c'est du Forms? C'est quoi les bonnes façons d'injecter la donnée dans son CRM? En général, ça va dépendre, hein. Est-ce que c'est collecter des leads pour une démo, par exemple? Dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux utiliser les formulaires proposés par les CRM. Tous les CRM proposent un module de forme qui va permettre justement de créer l'opportunité, le contact avec déjà la data toute clean. Mais si c'est pas le cas, si l'idée c'est de faire un import de CSV, il faut tout simplement voilà, écrire un process avec quelles sont les règles, quels sont les champs obligatoires qu'on doit importer. Okay.
Et du coup, et là, je vais peut-être laisser la parole à Maxime là-dessus. On n'importe qui dans son CRM, parce on parle de MQL, de SQL, là, je vais parler chinois pour certains. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat, on voit toutes vos questions et on peut y répondre. C'est là pour être pratico-pratique ce webinaire, donc on peut répondre à vos questions. Donc, Maxime, en n'importe qui, c'est quoi du MQL, c'est quoi du SQL? En n'importe qui, il y a qui qu'on met dans son CRM, c'est quoi les différentes stratégies possibles? Ouais, très important comme question. Déjà, pour répondre à la question et pour compléter ce que disait Arthur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, si je reprends un petit gimmick il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'importer des leads dans un CRM. Ça dépend vraiment des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on a un CSV et voilà. L'objectif vraiment, c'est de se poser la question que tu viens de poser, Louis, c'est qui est-ce qu'on va importer et quelles sont les règles d'importation avant d'importer. C'est-à-dire que si on fait une campagne de prospection, et c'est un cas d'usage qui est assez global, on va dire, et souvent utilisé dans les entreprises, on fait de la prospection et on se demande, est-ce qu'on importe tous les leads parce qu'on va faire de la prospection dans notre CRM? C'est-à-dire que même ceux qui n'auraient pas répondu, même ceux qui ont une mauvaise adresse mail, même ceux qui ont, je sais pas, qui sont dans une liste qu'on a faite, moi je déconseille de mettre tout le monde. La bonne pratique souvent pour quand vous faites par exemple la prospection qui n'est pas dans le CRM, donc par exemple que vous utilisez des outils comme Lemlist, je vous recommande de plutôt incorporer uniquement au début les SQL. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des SQL? Là, on y vient. Ça a plusieurs définitions, mais en gros, c'est quand vous avez un rendez-vous avec votre lead, en fait. Et à ce moment-là, vous le mettez dans le CRM. C'est hyper important d'avoir ces règles-là, parce que ça va vous permettre d'avoir une vraie hygiène d'import. Et une fois que vous avez ça, derrière, en fait, vous faites matcher, et ça c'est hyper important, dans vos CSV, dans vos synchronisations, dans vos formulaires, vous faites matcher les informations que vous récupérez, avec des colonnes si c'est sur CSV, avec des champs si c'est sur un formulaire, avec les champs que vous avez déjà dans votre CRM. Et une fois que vous avez ces deux choses-là, en fait, il vous suffit d'importer dans votre CRM la donnée, et normalement, il n'y aura pas de souci. Ok, donc il y a deux stratégies. Soit j'importe toute la donnée et après je l'exploite à partir de mon CRM et je l'injecte où je veux. Donc mon CRM réunit tout. Ou donc là, je peux avoir du MQL, du SQL, du lead froid dans mon CRM. Attention à RGPD, il y a des règles à respecter. Je peux avoir autrement une deuxième stratégie où j'importe que de la donnée qui est qualifiée, c'est-à-dire du MQL ou du SQL, par exemple, du marketing qualifié de lead, MQL. Donc, c'est quelqu'un qui s'inscrit à ma newsletter, par exemple, dans mon CRM. Par exemple, je peux avoir que des gens avec qui j'ai déjà une interaction. Il y a deux stratégies différentes et les deux, par exemple, MQL et du SQL dans mon CRM. Mais je sais que si je fais du call call demain, j'aime bien exploiter le call call depuis mon CRM. Donc là, c'est du lead froid. Du coup, tu vois, on peut avoir une mix de stratégie, non? Arthur, tu en penses quoi de ce mix de stratégie? C'est une bonne question parce que ça dépend quand même aussi de votre cible. Est-ce que vous travaillez sur des leads assez chauds ou pas trop? Et donc, est-ce que c'est intéressant de tout avoir dans HubSpot? Je pense que ça va dépendre de votre cycle de qualification. Je pense que ça peut être utile si vous faites, ça peut être utile de pas tout importer dans le CRM si jamais vous faites énormément de volume sur un outil tiers comme par exemple Lemlist, parce que ça permet justement de déjà trier un peu les leads et se dire par exemple, voilà, je contacte 500 personnes. Si je sais que j'ai un taux de réponse de 5 ou 10, je vais importer que ces 10-là parce que je préfère travailler sur ceux qui m'ont répondu plutôt que d'importer tout le monde et avoir l'historique. Ça permet d'éviter d'avoir trop de data inutile dans le CRM si vous savez que dans votre cycle, voilà, un lead qui est chaud, il est à partir de tel stade. Mais en même temps, c'est un petit peu dommage aussi parce que ça permet, on perd un petit peu d'historique et du coup, rétroactivement, ça peut être intéressant d'analyser pourquoi il n'y avait pas de réponse avant, pour savoir est-ce que c'était un problème de wording, est-ce que c'était un problème de fréquence, est-ce que c'était autre chose. Ok, Ouais. mais tu nous tends la perche justement sur le cycle de vie finalement d'un prospect. Et c'est le prochain point. Le cycle de vie d'un prospect, comment on le rend obligatoire? Comment on connaît son cycle de vie?
quelles sont les règles de remplissage pour connaître ce cycle de vie? Peut-être que toi qui set-up pas mal de CRM, Maxime, tu as une réponse là-dessus, c'est pour ce point-là. Ouais, alors déjà pour repositionner un peu le terme de phase de cycle de vie, c'est en gros, le champ, donc c'est une propriété qui permet de dire où est-ce que le lead est dans, la phase de son cycle de vente finalement. Donc soit il est au début, on lui en a pas parlé, soit il est à la fin parce qu'il est client, soit il est en transaction, en opportunité. C'est ça permet de savoir ça. À quoi ça sert de le rendre, en tout cas de créer un process et d'avoir des règles qui sont très claires? Ça va permettre justement d'avoir des bassins d'opportunités, donc une phase de cycle de vie qui est qui sont vraiment tous à la même, à la même phase. Parce que si par exemple un commercial se dit, bah moi je décide qu'une opportunité, c'est au moment où, je sais pas, c'est où j'ai une réponse à un mail et je commence à avoir des discussions avec. Sauf que l'autre, peut-être qu'il va dire, bah non, moi c'est quand j'ai un rendez-vous et j'ai. Non, ça va pas parce que du coup c'est totalement différent. Donc très important de faire voilà, un process pour dire à chaque phase entre MQL et SQL, entre SQL et opportunité, entre opportunité et client, c'est assez simple, mais entre ces phases-là, qu'est-ce qui fait que ça va passer? Ça peut être plein de choses, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un call de découverte qui s'est bien passé, par exemple. On se dit, bah, si un call de découverte s'est bien passé parce qu'ils ont le budget, parce qu'ils ont le temps, c'est la bonne personne, et dans ce cas-là, on peut passer à l'étape suivante. C'est comme ça qu'on fait en tant que moi, c'est comme ça que je peux le résumer. On a une bonne question. N'hésitez pas à poser vos questions. Bon, là, on a une question d'expert. Même si vous avez des questions, OK, j'ai pas bien compris ceci ou cela, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et là, on a Paul. Qu'en est-il du stade de nurturing pour les MQL? Là, c'est un peu la même chose. Tu parlais du pipeline. Et là, c'est encore en amont. C'est-à-dire que là, tu parlais de stade de pipeline de SQL, donc de gens qui sont un peu qualifiés, qui on a déjà rencontrés, qui sont intéressés par l'offre. Mais il y a des gens qui ont juste inscrit à la newsletter, qui sont venus à un webinar. Bonne ou mauvaise pratique d'aller les contacter? Si je continue là-dessus, pour répondre un peu à la question de Paul, c'est la même chose sur la partie pré, on va dire, opportunité, des leads qui sont un peu froids, ils ont un peu communiqué avec nous, ils ont peut-être téléchargé un livre blanc. Et oui, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment de phase. Et justement, là, ce qui est intéressant, c'est donc Paul pose une question qui est orientée aussi, parce qu'en fait, qui va permettre, et là on va un peu plus dans le détail, de rendre beaucoup plus. En fait, il va falloir prioriser à l'intérieur. Prioriser tous les leads qui sont à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui est dans une phase de MQL, mais qui télécharge 2-3 livres blancs et qui vient à un webinar et puis ensuite qui prend un rendez-vous. Et là, dans ce cas-là, il va peut-être être plus prioritaire de le recontacter. Alors que quelqu'un qui est venu qu'à un truc parce qu'il a juste répondu à un mail, c'est un MQL, mais qui est pas très pertinent. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un scoring qui peut être fait en fonction de justement ce qu'il a fait. Ça va le reclasser au début. Et c'est comme ça qu'on peut en fait rendre les phases de cycle de vie beaucoup plus intéressantes pour les sales et d'avoir des priorités à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scoring. C'est un peu plus complexe, mais. OK, intéressant. Et moi, je vais te poser une question, Arthur. Qu'est-ce que tu penses? Moi, voilà, je ne suis pas un expert en stade de MQL, des choses comme ça. Moi, je vois un gros stade, un pipeline MQL, où dessous, j'ai une sous-catégorisation de stade. Est-ce que toi, tu le vois comme ça? Et pareil pour le SQL. Non, carrément. C'est un petit peu ce que je disais juste avant. C'est hyper intéressant quand justement tu détectes des signaux comme par exemple le fait qu'il a répondu à telle newsletter ou il a téléchargé tel livre blanc, que c'est une marque d'intérêt supérieure. Ça te permet de créer justement des sous-catégories de préqualification ou de qualification. Et c'est des éléments qui sont hyper importants, qui te permettent justement de détecter quels sont les triggers qui permettent à tes leads de devenir de plus en plus qualifiés. Et au contraire, ça, c'est de l'info que tu as envie d'avoir, je pense, dans ton CRM, parce que demain, ça te permet de savoir que tu as intérêt de faire des efforts particuliers sur les gens qui ont répondu à telle ou telle communication de ta part. Peut-être que c'est intéressant du coup que tu en fasses encore plus. Et il faut que tu sois capable de traquer l'impact de ces différentes
initiatives. Donc non, je pense que ouais, c'est hyper important d'avoir des sous-catégories. OK, hyper intéressant et justement, ça fait le lien avec la prochaine question, la prochain point, c'est, aujourd'hui, on parle de cycle de vie, on parle de connexion, de points de contact. Comment on connecte, à ces outils métiers? Quelle est la bonne pratique avec les outils métiers, la connexion avec les outils métiers? Toi, Maxime, qui fais pas mal de connexions quand tu fais du setup, quand tu arrives chez un client, c'est quoi les bonnes pratiques quand on veut connecter son CRM? Écoute déjà, moi je pars toujours du même, on va dire de la même pratique, c'est toujours se reposer et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on veut faire dans le CRM? Qu'est-ce qu'on a pour utilité de mettre dans le CRM et qu'est-ce qu'on n'a pas pour utilité de mettre dans le CRM?» À partir de là, on peut se dire: «OK, j'ai envie de faire par exemple, ma newsletter dans le CRM». Dans ce cas-là, en fait, pas besoin d'avoir d'outil de newsletter déjà, donc on peut le faire dans le CRM. En revanche, si on veut le faire en dehors, on va pouvoir connecter un outil de newsletter. Si Pareil pour la prospection, si on veut connecter, LGM, Lemlist, ou Alexis pour ne pas les citer, des outils de prospection et dans ce cas-là, pareil, on va pouvoir les contacter. Donc ça, c'est la première phase et la deuxième phase, c'est pour bien connecter les choses. Normalement, si c'est bien fait, ils ont des intégrations qui sont pas mal d'outils ont des intégrations qui sont natives et donc qui permettent de bien synchroniser justement encore les champs, avec les champs de HubSpot ou d'un autre CRM. Et d'ailleurs, le choix du CRM, alors soit vous avez déjà un CRM, soit vous n'en avez pas encore, mais le choix du CRM est assez important sur les connexions qu'on veut faire. Plus on veut faire de connexions, parce plus on a d'outils qui sont externes, plus on va avoir besoin d'un CRM qui accepte, en tout cas, qu'il y a des connexions multiples, notamment Pipedrive et HubSpot qui sont les plus connus, ont pas mal de connexions. Les plus petits ont moins de connexions, c'est normal, mais voilà un peu pour la partie outils tiers si je fais rapide. OK, très clair. Outils tiers, toi, tu connais un petit peu, hein? Tu te connectes avec Praise à des CRM. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Arthur? Non, mais c'est sûr que c'est toujours plus simple quand on choisit un CRM qui est, reconnu, qui est bien connecté. C'est le cas de HubSpot, Pipedrive, Salesforce. C'est vrai que ça va être un peu moins le cas de certains CRM un petit peu plus verticaux sur certaines, industries. Donc c'est sûr qu'il faut bien se poser la question de ouais, voilà, est-ce que je vais avoir besoin de récupérer de la data d'un outil de prospection mail, à côté? Est-ce que je fais beaucoup de calls visio? Est-ce que j'ai envie de récupérer de la data de mes calls aussi? Est-ce qu'il y a des connecteurs qui existent déjà? Parce que c'est sûr que c'est difficile de rajouter après des connexions si on a commencé à construire, beaucoup de choses dans un CRM et puis que le connecteur est pas là. C'est difficile de migrer ensuite, donc c'est vrai que le coût peut être très élevé à terme. Voilà, nous après c'est pour ça que chez Praise, on a essayé de construire quelque chose de connecté avec le plus grand nombre de CRM, principaux. On est sur, voilà, les HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dynamics. Il y a Zoho également, mais bon après voilà, ça devient compliqué après pour tous les softs de s'interconnecter les uns aux autres parce qu'il y a des petites spécificités de chaque API donc OK. OK et du coup, pour compléter, par exemple, il y a des outils comme Zapier, Make, N8N, qui sont des outils de connexion qui mettent en fait, si vous voulez que je vous résume ça simplement, ça crée des ponts entre les outils avec des ponts qui n'existent pas. Ils créent des ponts parce que, tel outil est possiblement connecté à Make ou Zapier, tel outil à Make ou Zapier et comme les 2 sont connectés à Zapier, Zapier est le pont. Donc en fait, je vais pouvoir injecter des choses et même il y en a qui ont même pas d'intégration native avec un Zapier ou un Make, qui envoient des webhooks. Et du coup, je peux envoyer un webhook et mon outil tiers, mon CRM, est lui connecté à Zapier. Donc en fait, il peut recevoir un webhook. Un webhook, c'est juste une information qui est envoyée. Et donc après, je peux le mettre où je veux dans mon CRM. Donc ça, il faut y penser, gardez-le en tête. On ne va pas faire un cours sur l'automatisation aujourd'hui, mais gardez-le en tête. Si ce n'est pas possible, il y a peut-être un moyen détourné d'envoyer la donnée dans votre CRM. Important, par exemple, nous, on utilise SmartLead pour de la prospection. SmartLead, on n'a pas une intégration native avec Pipedrive, mais on a automatiquement généré un pont entre les deux. Pareil pour Calendly. Calendly n'a pas d'intégration native avec Pipedrive, mais on a synchronisé directement. Voilà. Voilà pour ce point donc. Il y a des possibilités, gardez-les en tête. On va arriver sur le dernier point, sur les derniers points sur l'alimentation et après on verra le nettoyage qui est là où on a plein de petits quick wins hein, sur le nettoyage.
que vous allez pouvoir gagner du temps là-dessus. Euh, on a déjà parlé un peu, je rappelle rapidement, mais sur la clarté, hein. La clarté du CRM, c'est utiliser les bons champs, les choses comme ça. Sur la personnalisation de l'affichage, un CRM, beaucoup de gens le laissent tel quel. C'est-à-dire qu'ils ont leur CRM et ils l'utilisent sans le personnaliser. Quelles sont les bonnes pratiques là-dessus, Maxime, sur la personnalisation de ton CRM? Ouais, en fait, c'est un point qui est assez méconnu, on va dire, parce qu'en fait, moi, j'ai pas mal de clients qui ont, par exemple, des HubSpot qui, comme tu dis, sont standardisés. Ils rentrent dedans et ils l'utilisent comme si c'était un plug and play. Le problème, c'est que souvent, dans des activités, on va avoir des champs qu'on a préalablement justement créés, qu'on a préalablement mis et paramétrés. On se dit, bah, en fait, il faudrait peut-être les afficher parce que dans chaque activité, c'est différent. Et donc, on va avoir envie, par exemple, sur une transaction, sur un contact, sur le côté gauche, souvent c'est mis sur le côté gauche, sur une fiche contact, avoir besoin, nativement, il n'y a que, on va dire, le nom, le prénom, le mail, l'entreprise, et voilà. Ce qui est intéressant de mettre en plus, c'est par exemple, je ne sais pas, on est dans une entreprise, je pense par exemple à Frisbee, le SaaS qui vient d'être un SaaS, micro-influenceur, du coup, ils ont besoin par exemple de savoir combien d'abonnés a une personne. Cette donnée-là n'est pas native et dans ce cas-là, elle ne va pas s'ajouter. C'est hyper important pour le sales de cette boîte-là de savoir le nombre d'abonnés de LinkedIn. Dans ce cas-là, on va faire une vue personnalisée et on peut personnaliser tous les champs qu'on veut dans n'importe quelle fiche client, et ce qui permet d'avoir une vue harmonisée entre les sales, entre les managers, entre tout le monde en fait. Et c'est comme ça qu'on va qu'on va pouvoir personnaliser notre CRM. Ok. Arthur, tu as quelque chose à dire peut-être sur la personnalisation des champs, justement sur la vue, la data et l'analyse? Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis totalement d'accord avec Maxime, faut pas imaginer que le CRM, il est figé et que la vue qu'on nous donne par défaut, c'est forcément la meilleure. Au contraire, c'est des outils qui sont relativement standards et donc du coup, ils mettent souvent plein de champs standards par défaut pour qu'il y ait la possibilité de remplir des choses. Mais tous les champs ne sont pas utiles pour tous les métiers, toutes les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à cacher des champs qui ne sont pas utilisés, à personnaliser l'affichage, à changer l'ordre des champs à gauche, à droite. En fonction de votre CRM, il y a toujours possibilité de personnaliser un petit peu les différentes colonnes, les displays. Et puis il y a aussi la possibilité de créer des vues personnalisées par équipe, comme tu disais Maxime. Il y a beaucoup d'équipes où les sales ont besoin d'avoir accès à certaines infos, mais une fois que le client est closé et signé, l'équipe Success elle a besoin d'autres informations pour suivre le client qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça peut être utile d'avoir deux vues différentes. Ça peut être utile de rajouter des infos externes, même des intégrations d'autres logiciels. Je sais que nous, par exemple, on a une intégration sur la droite avec notre outil de facturation qui vient et qui met une petite carte sur HubSpot et je vois directement les infos de l'outil de facturation qui sont affichées dans l'interface HubSpot sans avoir besoin d'aller sur l'autre outil. Donc ça, c'est des trucs assez puissants, il ne faut pas hésiter à explorer et à personnaliser parce que c'est là qu'on gagne. C'est intéressant. C'est intéressant. Je ne l'ai jamais fait. Je suis sûr que ça va être possible avec Pipedrive de synchroniser avec Stripe ou Pennylane, des choses comme ça, que j'ai jamais fait. Donc moi-même, je vais tester. Ok, bon conseil là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour là sur ce point-là. Peut-être parti sur la partie nettoyage et mise à jour des contacts. Le premier point, c'est l'enrichissement des données. Quand on parle d'enrichissement des données, on pense souvent au numéro de téléphone, mail, on va le voir juste après, mais il y a aussi tous les champs textuels. Quand on fait un appel avec un client, on l'a au téléphone ou en visio, il faut mettre à jour ces champs-là. Et là, il y a un petit quick win. Et Arthur, je vais te donner la main là-dessus, parce que nous, et moi le premier, je faisais des appels de vente. Les notes et les champs qu'il fallait remplir, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et des fois, c'était pas très exhaustif. Et avec moi qui comprenais, mon directeur commercial il me dit, mais Louis, ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu as mis X, X, machin incompréhensible, un truc que moi je comprends, mais moi qui comprends parce que j'avais la flemme d'écrire un paragraphe qui expliquait ceci ou cela, où je n'avais pas bien coché les champs, les drop-downs, les choses comme ça. Je n'avais pas tout mis à jour. Et du coup, là, il y a une solution. C'est maintenant, on l'utilise chez Rabbit2B. Et Arthur, parle-nous un peu de Praise. Parle-nous du fait que
en fait, tu peux mettre à jour les champs automatiquement à partir d'un Yes. transcript. Bon, on a tous eu le même problème, hein. C'est pénible de devoir aller remplir des champs à la main après un call. Il faut aller dans plein de champs différents, cocher, choisir la bonne option, se souvenir de tout ce qu'on a dit. C'est pas facile, et puis en plus, ça prend du temps, et puis des fois, juste on n'a pas le temps parce qu'on enchaîne les calls, donc on fait le call d'après, et puis les notes, elles passent un peu à la trappe. Ce qu'on propose chez Prey, c'est de récupérer automatiquement l'enregistrement d'une visio ou d'un appel téléphonique, de vous permettre de définir quelles sont les infos que vous voulez absolument récupérer. Donc c'est les infos que vous allez prendre en note aujourd'hui, soit sur papier, soit dans une note sur le CRM. Et l'idée, c'est d'automatiser toute cette prise de notes d'infos qui sont déjà présentes, qu'on sort de la retranscription et qu'on va aller pré-remplir. Parce que justement, ce qui est dommage, c'est quand on n'a pas 100% de ces infos-là qui sont remplies parce qu'on en a oublié une par-ci par-là, parce qu'on se souvient moyen de ce que nous a dit le prospect. C'est hyper dur d'être 100% focus sur un call et de faire une prise de notes parfaite en même temps. Donc voilà, c'est ça qu'on propose. Et l'idée, c'est de vous aider à remplir justement plein de petits champs. Donc si on reprend le plan, un petit peu ce qu'on disait au départ, ce qui est hyper bien quand on a construit son CRM, qu'on a défini toutes les infos hyper importantes, qu'on les a toutes listées. Après, il faut aussi les remplir. Donc c'est là qu'on vous aide. Ok. Et je peux dire, nous, comment on l'utilise. Par exemple, on fait des visios et l'offre du client, le descriptif de l'offre, automatiquement, il vient chercher dans l'IA et il va me mettre un petit résumé, en une phrase ou deux, de l'offre du client. Mais c'est basé sur le transcript. Du coup, c'est vraiment basé sur ce qui a été dit dans le visio. Et c'est trop bien. Pareil, ça va venir mettre à jour les champs sur le secteur d'activité. Et ça, c'est un drop-down et c'est l'IA qui va me choisir le bon drop-down. Genre, ça va assez loin, ça ne fait pas juste remplir des notes ou du champ textuel, ça va vraiment me choisir le bon drop-down. Et en fait, aujourd'hui, je ne me fais plus taper sur les doigts par mon directeur commercial parce que mes champs, ils ne sont pas à jour. Ouais, du coup, ça, c'est ce genre de cas pas mal. d'usage qu'on a vraiment, c'est quand il y a plein de petites infos à récupérer. Par exemple, quels sont les concurrents qui ont été mentionnés par le prospect. C'est facile d'en oublier un, puisque si le client les cite vite, et l'IA, elle peut justement les sortir et puis détecter la bonne orthographe et aller remplir la bonne valeur dans le drop-down du CRM. Ça aussi, c'est pas tant facile. Et c'est pour ça que le drop-down, c'est bien. Et c'est mieux que le champ texte parce que l'IA, autrement, elle va venir remplir l'orthographe qu'elle a compris, mais c'est pas le bon. Alors que le drop-down, c'est pour ça qu'on l'a dit, on a insisté là-dessus au début, et surtout Maxime et toi, Arthur. C'est mieux d'avoir des champs qui sont sélectionnables, des cases à cocher, des drop-down, des multi-select, des select, des choses comme ça, qui sont dans la donnée tangible et on a décidé nous-mêmes de l'ajouter. Donc, c'est mieux. Voilà. Mais après, il y a bien sûr toujours des champs de texte sur l'offre du client. Par exemple, ça, c'est un champ de texte. Voilà. Hyper intéressant. Maxime, est-ce que tu as un petit truc à ajouter là-dessus ou plutôt on passe sur la partie enrichissement de données pour la mettre à jour? Et là, la donnée, genre du title de poste, du changement de poste, du changement d'entreprise, de la donnée mail, de la donnée numéro de téléphone, est-ce que tu as peut-être des choses à ajouter plutôt là-dessus? Ça, c'est un cas d'usage qui est hyper important et qui est c'est un gros besoin, une grosse problématique pour énormément de boîtes, surtout celles qui sont avancées déjà dans la pratique CRM et qui ont plutôt des équipes commerciales qui sont assez grosses. Enfin, grosses. On s'entend, à partir de 4 commerciaux, déjà, tu peux commencer à avoir une qualité de données qui est un peu, surtout au terme des années, quoi. Au bout d'un moment, la donnée devient obsolète. Et du coup, tu veux parler à Louis? Non? Je crois que tu voulais parler. Ouais, juste, si vous voulez tester Praise, il y a un petit QR code là, c'est banger. C'est banger Praise, on l'utilise chez RAB2B, c'est trop bien. Et vous avez le lien également dans le chat. Il y a d'un bas un collègue chez RAB2B qui vous met le lien de Praise dans le chat. Je te laisse continuer, Maxime. Je disais que oui, donc c'est une problématique blablabla qui est compliquée. Voilà, donc la qualité de données. Plus on va avancer dans les années d'utilisation, plus on va avoir la donnée qui est obsolète. Ce qui est normal, puisque quelqu'un qui est dans une entreprise, 2 ans après, il est peut-être plus. Alors, il n'y a pas vraiment de solution miracle, malheureusement. Soit on repasse sur les données et manuellement, et dans ce cas-là, c'est très long et ça se fait au fur et à mesure. Soit on peut plugger des outils
ou faire des batchs, donc des moments où on se dit, bah voilà, on va remettre à jour toute notre base avec des nouveaux mails, avec les bons posts, avec ça. Mais c'est un chantier qui est dur, qui est long, parce qu'en fait, on accumule des données et des mauvaises données pendant des années. La meilleure pratique pour éviter ça, donc on peut en parler si vous voulez, d'ailleurs, si vous avez plus de problématiques là-dessus, je pense qu'il faut plus en parler avec quelqu'un qui s'y connaît mieux dans HubSpot et qui peut vous aider là-dessus. Mais pour éviter ceux qui ont des plus petits CRM, pour éviter ça, il faut absolument avoir une bonne hygiène, c'est-à-dire bien remplir ses champs, comme on l'a dit juste avant, et bien, voilà, bien les remplir. Avec ça, déjà, ça évite d'avoir une mauvaise donnée dans 2 ans. Et aussi, il y a des outils qui permettent, là, vous venez chercher des quick wins aussi, d'aller mettre à jour automatiquement Ouais. de la donnée, de l'email, des choses comme ça. Moi, je pense, je sais qu'il y a Surf qui marche pas mal, avec pas mal de CRM, pour aller mettre à jour de la donnée, sur du title, sur de l'email, sur du numéro de téléphone, et qui marche pas mal. Il y a Drop Contact sur de l'email qui se plug pas mal à des CRM. Drop Contact, On a du Enro aussi, je et Drop crois. Contact, ils sont assez bons sur justement ça. Même c'est pas que le mail, hein, ils font maintenant, je crois qu'ils font un peu tout. Donc c'est Téléphone, assez. Ouais, ils font même téléphone, mais même ils font aussi toutes les autres données, les posts, les durées de posts, les sites internet qui changent des fois. Ça peut être assez puissant. Après, oui, des surfs suffit pour les petites mises à jour. Et même, moi, je connais un autre outil qui est pas mal. Je les cite parce que je les utilise et ils sont pas mal. C'est Hublead. Hublead, qui est en gros la même chose que Surf, mais c'est un autre outil, quoi. Et c'est pas mal. OK. OK. Moi, chez moi, j'aime beaucoup la donnée de Enro, et Enro, c'est plus technique parce que c'est pas de l'intégration native, c'est de l'API, mais peut faire ce genre de choses. Mais c'est parce que j'aime beaucoup la donnée de Enro, qui est plutôt, fraîche. J'aime bien leur technologie. Voilà, du coup, voilà, vous avez noté. Si vous avez besoin des noms des outils, n'hésitez pas à nous le demander dans les questions, dans les chats. On vous les donnera directement. Arthur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces, non, Clay, Oui. oublie. Clay, Sacha oublie Clay, tu oublies complètement, Clay. Clay sur du Find People, ils sont éclatés au sol. Clay, c'est un Excel augmenté. Donc, en fait, tu vas plugger Excel à ton CRM. Non. Et en Find People, pour trouver les coordonnées des personnes, ils ne sont pas bons du tout. Ils utilisent une base de données qu'ils achètent tous les mois. Et cette base de données, elle n'est pas complète. Et en plus, c'est de l'exact match. C'est pas fait pour mettre à jour ton CRM. C'est fait pour, si tu veux avoir un Excel augmenté quand tu débutes en prospection, à la limite. Mais moi, je suis un peu un anti-Clay. Pourquoi on entend beaucoup parler de Clay? Parce que Clay, il rémunère à gogo des marques et des influenceurs. Voilà. Il paye certaines boîtes 50 000 € pour aller parler d'eux. Voilà. Donc, n'utilisez pas Clay. Voilà, c'est juste qu'ils bombardent en marketing. Ils sont bons en marketing, mais n'utilisez pas Clay. C'est intéressant. Donc, Thomas, mon associé, dit qu'il y a un outil, enfin, Phantom Buster, qui est assez connu dans le milieu aussi, a apparemment un module HubSpot, spécial HubSpot, pour justement faire l'enrichissement de données. Moi, je ne l'ai pas testé en vrai, mais du coup, ils viennent de le sortir, je pense. Ça peut être intéressant si vous avez envie de creuser le sujet aussi. Voilà, l'enrichissement, peut-être qu'on fera. On a prévu un petit, j'ai prévu de faire un petit webinar en janvier ou février. On va faire un battle entre des experts d'outils, d'enrichissement et tout ça, de prospection. On fera un battle d'outils. Vraiment, ce sera un webinar de battle d'outils, qui est prévu, à la rentrée. On va prendre le temps pour le prévoir. Mais Sacha, voilà, si tu veux injecter, ça dépend de ton budget. Si tu veux avoir qu'un seul fournisseur et un très bon fournisseur, je te conseille Enro. Autrement, si tu veux une bonne cascade, bah, tu utilises celle de Full Enrich ou celle de Pronto HQ. Voilà. Classique, si tu as juste une liste, voilà. Là, on parle plutôt CRM. C'est des outils, Drop Contact, c'est des outils qui se pluguent très bien en CRM, qui sont faits pour les CRM. Drop Contact, ce n'est pas le meilleur pour aller enrichir une liste de contacts comme ça. Mais par contre, pour aller nettoyer un CRM, c'est super. Arthur, tu as des outils, toi, que tu aimes bien plugger Je au vais dire CRM? Full Enrich, mais tu viens de le citer, c'est vraiment puissant parce que c'est une cascade justement de différentes API. Donc en fait, ils essayent plusieurs sources qui marchent et puis les unes après les autres, ils viennent tester et tu n'as quasiment pas d'échec. Et sinon, je voulais dire, je sais qu'il y a pas mal de nouveautés dans HubSpot qui vont arriver aussi. Ils sont en train de développer pas mal de features directement, nativement dans HubSpot.
et notamment, ils ont racheté Clearbit, qui était une API d'enrichissement, et je sais qu'ils sont en train de le mettre nativement. Donc, il y a aussi pas mal de choses nativement dans les CRM sans avoir besoin de partir chercher une brique externe. Bon, là, évidemment, quand il y a 30 000 contacts, c'est toujours mieux de passer par un outil spécialisé pour le faire. Mais au cas par cas, ça peut être intéressant de le faire direct dans le CRM. Ouais. Juste. Ouais, mais c'est pas le même coût, hein, une cascade et un outil one shot, c'est pas le même coût, tu vois. L'outil de données, ouais, c'est Pronto. Paul, c'est Pronto avec un N, Prontohq, qui est une très bonne cascade également. C'est pas le même coût des cascades et des outils en direct. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, j'en ai trouvé un là il y a pas longtemps sur le numéro de téléphone qui est très bon, qui s'appelle Cléon One. Voilà. On partage des petits outils, des quick wins, parce que ça permet d'enrichir les CRM, hein, tous ces outils qu'on donne. Hein. Mais ouais, en natif, ce sera beau, hein, s'il y a du natif. Après, il faut voir si le natif est aussi bien que les outils externes. Il faudra bench tout ça, quoi. Voilà. On peut passer au prochain point. On va avancer sur le nettoyage. On parlait d'avoir des dashboards également. On en a parlé un petit peu avant, mais aussi, ça permet aussi d'avoir des tâches, ces dashboards, et les tâches qu'on met au sales, en fait. Ça permet de nettoyer et on peut automatiser l'ajout de tâches, non? C'est ça, Ouais, Maxime? ça, c'est un point qui est très rarement fait, même dans justement les grosses entreprises qui ont des. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, si vous le mettez en place, bah, ça va vraiment vous permettre de bien nettoyer votre CRM. Pourquoi? Parce que, en fait, en créant un dashboard de nettoyage de la donnée ou qualité de la donnée, bah, vous pourrez voir en quelques secondes, juste en un coup d'œil, voir par exemple les nouveaux leads de la semaine qui sont rentrés sans adresse mail, ou les nouveaux leads qui sont rentrés sans poste, ou des nouveaux leads. Bref, après, vous pourrez regarder n'importe quelle donnée, mais ça vous permet d'avoir en un coup d'œil voilà, ce qui se passe dans votre CRM et checker quelles données il manque, quelles données il ne vous avez pas, ou quelles données vous voulez mettre à jour. Et toutes les semaines, vous pouvez mettre des tâches automatiquement à vos sales, par exemple, pour dire, bah voilà, dans votre transaction, il manque le montant de la transaction, ou il manque ça, ou il manque ça. Et ça, on peut l'automatiser, ce qui va permettre de, un, avoir une qualité de la donnée qui est bonne, et deux, d'avoir une vision, une visibilité sur la qualité. Ok. Moi, j'ai rien à ajouter juste un point, parce là-dessus. que c'est hyper utile de mettre des tasks automatiques, mais c'est facile pour un sales aussi de dire bah, c'est bon, je l'ai fait et je passe à autre chose. Et je partage une petite astuce que j'ai trouvée, c'est que pour certaines infos hyper importantes pour lesquelles il faut les avoir, dans HubSpot, il y a la possibilité de mettre ce qu'on appelle des tags. Et le tag, ça va être une espèce d'étiquette rouge qui va se mettre sur la vue pipeline si jamais il y a un champ qui est manquant. Et on peut comme ça automatiquement dire attention, là il nous manque telle info, et cette info elle est cruciale pour qualifier le lead ou pour avancer. Donc l'idée c'est pas évidemment de fliquer tout le monde, c'est juste que voilà, quand il y a des infos hyper importantes, s'assurer qu'elle est bien remplie, parce que ça permet de pas perdre de temps sur des deals pas qualifiés, quoi. Ouais, très, très vrai, Ouais, très, très vrai. totalement. Et d'ailleurs, je rajoute un petit truc sur ceux qui ont la capacité d'investir et qui ont, voilà, enfin, sur les modules HubSpot. Sur HubSpot, il y a un module qui s'appelle Operation, Hub Operation, et on peut automatiquement formater ou standardiser des champs, enfin, faire du nettoyage de données grâce à ça. D'ailleurs, les doublons, par exemple, ils peuvent être fusionnés automatiquement grâce à ce module-là. On en parlera d'ailleurs peut-être après. Justement, ouais, les doublons, on y vient Voilà, directement. C'est quoi la stratégie, en fait, pour éviter les doublons? Du coup, tu me parles de ce module-là, c'est natif sur Pipedrive, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont Pipedrive. Il y a des nettoyages de doublons automatiques. Mais c'est quoi, pour vous, la meilleure stratégie pour éviter les doublons? Moi, j'ai quelques ouais. tips après aussi. Bah, en fait, ça dépend à qui on s'adresse. Clairement, peut-être que je t'ai coupé, Arthur, mais pour moi, vraiment, ça dépend à qui on s'adresse. Le truc le plus simple déjà, c'est de savoir ce qui rentre. Ce qui rentre, il faut avoir des données qui sont complètes. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'une clé de matching qui va permettre de faire du coup, par exemple, une entreprise a toujours un nom de domaine. Ça, c'est le truc le plus classique. On verra que c'est peut-être pas forcément le mieux parce que justement, il peut y avoir pas mal de problèmes. Mais ça, on commence très bien avec ça. Un nom de domaine sur toutes les entreprises qui rentrent.
et une adresse mail professionnelle sur tous les contacts qui rentrent. Déjà avec ça, quick win, vous limitez énormément le nombre de doublons qu'il peut y avoir. Moi, c'est ça, professionnel et site web sur la. Alors après, on peut aller dans plus. Je pense qu'Arthur, tu peux compléter si tu as d'autres trucs. Non, mais ouais, je pense que la clé, c'est ça, c'est avoir un certain nombre d'infos minimum comme ça pour être sûr de bien avoir un identifiant unique pour les compagnies comme le domaine. Pour les contacts, nous, le plus gros problème qu'on a, c'est les emails qui sont mal formatés ou si jamais tu as des anciens emails, si tu changes de domaine, il faut faire gaffe aussi là-dessus. Pour les numéros de téléphone aussi, bien faire gaffe à utiliser le format +33, parce que c'est un enfer après quand vous faites beaucoup de cold call. Je pense que peut-être ça le plus important, c'est de faire attention sur ces champs-là identifiants uniques. Comme ça, derrière, tu es sûr que dès que tu crées un nouveau contact ou autre, tu peux pas créer de doublon parce que tu as déjà l'identifiant qui. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et du coup, sur ces entrées-là, si on importe un CSV, HubSpot, Pipedrive et tous les CRM classiques nous proposent: «Attention, tu as déjà des doublons, est-ce que je les importe quand même ou non?» Et en plus, quand on les automatise, les imports, il y a des outils, des choses comme ça, on peut mettre: «Attention, tu ajoutes que ceux où il n'y a pas cette clé-là». Il y a pas cet email-là ou voilà, il y a aussi l'URL LinkedIn, ouais, qui peut être utilisé, l'URL LinkedIn qui bouge pas beaucoup sur les personnes. Et il y a des gens qui utilisent des doubles clés d'authentification. Donc il y a l'URL LinkedIn. Sur les entreprises, il y a le numéro ciré plus le domaine. C'est des clés d'identification qui doivent être choisies, on peut en prendre plusieurs. Ouais, Voilà. c'est vrai. Après, pour les très grosses entreprises, d'ailleurs, je suis juste 2 secondes là-dessus. Sur les grosses entreprises, il y a une problématique sur justement les noms de domaine. Parce que souvent, par exemple, L'Oréal a le même nom de domaine que L'Oréal et toutes ses filiales, L'Oréal Paris, L'Oréal Espagne, tout ce que tu veux. Et ça pose souvent des problèmes je ne sais pas s'il y en a qui ont des grosses, qui ont des problématiques de grands comptes dessus. C'est un autre sujet. Il faut trouver du coup une autre clé, comme le SIRET, comme des codes APE, comme voilà, tout ça. Mais ouais, mais après, moi, j'ai vu ça comme pratique et une bonne pratique dans les grands comptes. Oui, et même dans les même plus petits comptes, c'est d'avoir un compte maître et ensuite des filiales. Et donc, c'est pareil, c'est un domaine et un ciré. Et après, il y a d'autres cirés. Chaque filiale a des cirés Si elle différents de SIRET, toute manière. Et ensuite, il y a même des BU. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des BU sous des exactement. comptes. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent se structurer dans un CRM. Et il faut faire attention avec les clés d'identification qui ne sont pas les mêmes Ouais. pour tous les comptes. Tu dis l'URL LinkedIn. André, moi, j'ai plein de clients, leurs clients à eux, ils n'ont pas LinkedIn. Donc, en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut adapter ces clés à sa cible et on peut en prendre plusieurs. Voilà, ça, c'était pour les doublons. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des trucs à ajouter On pourrait là-dessus? faire un webinaire entier dessus, hein, Ouais. mais Non, un truc Ouais. important, c'est d'avoir une Je mini pense routine pour juste identifier le truc et pas trop traîner, pas se dire: «Je le ferai plus tard». Même si c'est pénible, moi je fais le clean une fois par semaine, je fais un petit peu de manuel parfois, mais au moins je sais que c'est pas un truc qui s'entasse et peut-être juste avoir une petite routine quand même. mmh, c'est ça. Hem Et on parlait des leads, des doublons. Pour gagner du temps, il y a un truc qui est pas mal, c'est le lead scoring. Lead scoring, moi, j'en ai mangé et j'en ai été un peu dégoûté parce que le lead scoring, j'étais avec une équipe sales qui n'avait pas le même classification, le même choix que moi avec du lead scoring. On n'était pas d'accord sur les choix parce que c'est binaire, c'est-à-dire il y a quand même des biais. C'est-à-dire que je choisis ça et après je choisis ça. C'est pas comment on dit, c'est personnel en fait ces choix-là. Et donc on peut avoir des visions différentes entre l'équipe sales, l'équipe marketing, même entre l'équipe marketing. Nous on avait des débats. Non, non, ça vaut tant de points, ça vaut tant de points. Et c'était pas sur de la donnée, tu vois, on regardait un peu à la louche, OK, c'est parce qu'eux, ils convertissent plus, on se fie un peu aux sales mais il y a beaucoup de biais là-dedans. Et du coup, il y a une solution que vous connaissez tous les 2 qui est Cypher, qui est pas mal, moi j'aime bien. Et là, il y avait Paul et Quentin qui travaillaient chez Cypher qui étaient dans le chat et je trouve que c'est pas mal. Vous, c'est quoi votre retour d'expérience sur le lead scoring avant de parler un peu de Cypher? je peux rendre le lead là-dessus. Comme toi, j'ai fait énormément, enfin, j'ai monté des systèmes de lead scoring qui sont possibles d'ailleurs dans certains CRM de manière native, hein.
Mais comme tu dis, c'est arbitraire. C'est-à-dire que c'est souvent l'équipe marketing ou l'équipe sales qui définit si, par exemple, ça vaut tel nombre de points. Et du coup, ça va prioriser derrière les leads en fonction du score. La problématique dans tout ça, c'est d'avoir le bon score, justement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va souvent adapter les points de score, les points qui vont être attribués. Et en fait, parfois, ça peut être une usine à gaz et ça peut être souvent des choses qui sont souvent update. Et avec Cypher, justement, Cypher, je sais pas trop comment ça se dit d'ailleurs, et bah, du coup, ça règle en tout cas ce problème-là qui est vrai et pas mal, quoi. Arthur, tu as peut-être un truc à dire sur le lead scoring, tu Ouais, connais un peu le sujet. je partage un peu ton analyse. C'est malheureusement assez personnel. Il y a des critères qui sont difficiles surtout quand tu es dans une grosse team où s'il y a une team marketing, une team sales, il y a forcément des intérêts, parfois un peu des sensibilités un peu différentes. Moi, je pense que c'est important d'avoir quand même un score, déjà, parce que même s'il n'est pas parfait, il faut essayer d'en avoir un. Ça sert quand même de boussole, même si derrière on sait que voilà, il y a des itérations à faire, il y a des pondérations à faire. Au moins, c'est important d'en avoir un. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est aussi le ICP. Nous, c'est quelque chose qu'on fait vachement. Il y a le score. Définition ICP, il y en a qui vont peut-être pas ICP, suivre. c'est Ideal Customer Profile. En gros, c'est un exercice qu'il faut faire, de se dire, OK, c'est quoi notre client parfait? C'est quoi la taille d'entreprise? C'est quoi les industries qu'on veut, les industries qu'on veut pas? C'est quoi les pain points rencontrés par les prospects, qui justifient que le prospect vienne nous voir? Et en fait, c'est ces différents critères-là qui permettent de dire, OK, notre client parfait, c'est une entreprise de 50 à 500 personnes dans telle industrie, dans tel pays, avec minimum X personnes dans telle équipe. Et donc, je pense que c'est peut-être un mix des deux. Nous, on a 2 scores. On a un score d'ICP. Est-ce que la boîte est parfaite par rapport à notre profil? Et un autre score de lead, sur le lead en tant que tel, où là, il va y avoir des éléments un petit peu plus transactionnels. Par exemple, est-ce que le prospect répond à tous les mails rapidement ou pas? Est-ce que, sur des données d'interaction plus que sur des données de caractéristiques pures de l'entreprise. Et après, voilà, la réponse, elle est un peu facile, mais il n'y a pas de bonne réponse parce que ça dépend aussi un petit peu de votre métier. J'aimerais bien te donner un cas concret, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est une agence, il faut être assez mature aussi pour mettre en place son score, c'est-à-dire qu'il faut avoir un CRM qui est clean. Tout ce qu'on a dit auparavant, il faut le faire. Si on n'a pas les bonnes étapes, si on n'a pas les bons champs, si tout ça, en fait, si on met du score sur de la donnée qui n'est pas tangible, qui n'est pas à jour, ça ne marchera pas. Ce sera un mauvais score et du coup, ce sera un mauvais indicateur qui va vous induire en erreur. Donc, en fait, c'est la dernière pierre et c'est pour ça qu'on en parle à la fin, c'est la dernière pierre à l'édifice. Si vous arrivez à mettre un bon score, c'est que vous avez un bon CRM. Et même Cypher ne s'adresse pas à des petits CRM qui font un deal par mois. C'est des gens qui ont déjà un track record assez intéressant parce que ça va analyser tous les deals qui ont été faits, toutes les personnes, toutes les interactions qu'il y a eu et ça va déduire le score tout seul par rapport au deal que vous avez déjà conclu, à l'avancement de tel prospect ou telle entreprise dans le CRM. Et ça va déduire un score, ça va vous créer vos règles de score. Et c'est pour ça que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et on va, je pense, conclure là-dessus. Si vous arrivez à un bon lead scoring, je pense que c'est que vous avez déjà fait toutes les bonnes étapes qu'on vous a données avant. Et prenez tous ces quick wins. N'hésitez pas à regarder, le replay, il va être disponible. Regardez tous ces quick wins qu'on vous a donnés. Et reprenez étape par étape. Faites toutes ces étapes-là. Et quand vous êtes arrivé à l'étape finale, le lead scoring, ça va dire waouh, je pense que mon lead scoring aujourd'hui, il est bon, il est toujours améliorable, mais j'ai réussi à faire un lead scoring, c'est-à-dire que mon CRM, il est propre. Est-ce que vous me rejoignez sur cette un peu vision? Complètement, ouais. Ouais, et moi, je dirais même, parce que, en fait, je pense qu'il faut, oui, comme on dit, vraiment faire un cleaning. Genre là, demain, tous ceux qui regardent ce live qui ont un CRM, prendre un temps ou faire appel à nous pour faire un cleaning, c'est hyper important pour repartir sur de bonnes bases et après faire plus de choses. Souvent, des entreprises veulent faire énormément d'acquisitions sans avoir un bon CRM.
on a du mal à scaler derrière. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué de scaler avec une donnée qui est mauvaise et avec un CRM qui n'est pas optimisé pour aller plus loin, quoi. Ouais, ouais, totalement. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de valeurs, de tips concrets dans ce webinaire. Ça fait 1 heure qu'on est là et justement, c'est pour ça que je vous avais là parce que je trouve que c'était hyper logique. Toi, Arthur, avec Praise qui permet d'alimenter facilement un CRM. Toi, Maxime, qui permet de structurer un CRM. C'est-à-dire que, moi, j'ai des clients dans mon agence de prospection qui me disent: «Ah Louis, tu peux m'injecter mes leads, les leads que tu génères dans mon CRM?» Là, je regarde leur CRM, je fais: «Mais attends, ça va être le bordel dans ton CRM, tu rien, tu acheté HubSpot, c'est tout. Va le paramétrer. Ouais, mais je sais pas comment faire. Bah, justement, là, il faut aller voir Maxime. Maxime, lui, il setup les HubSpot, il setup les bons champs pour vous. En fait, là, vous avez la flemme de faire tout ça, là, tout ce qu'on a dit. Bah, Maxime, toi, tu vas dire, OK, tu vas prendre le besoin et tu vas le traduire en langage de C'est CRM. exactement ça. En dire, OK, il faut tel champ, tel drop-down. Et après, toi, tu vas venir plugger leurs outils. Et justement, tu plugs nos clients aussi au Exact. CRM. Nos clients, on génère des deals pour eux et toi, tu les acclines dans le CRM. Donc voilà pourquoi je vous avais dans le CRM. Notamment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maxime. Il y a le lien dans le chat. Exactement. Maxime, tu as un truc à dire. Arthur, tu as peut-être quelque chose pour conclure, un message de la fin, parce que ça fait 1 heure qu'on est en live. Déjà, il y a pas mal de gens qui sont restés jusqu'à la fin. C'est cool, là, je vois sur LinkedIn. Ouais, merci à tous déjà d'être venus, d'être restés jusque-là. Non, je pense que vous avez partagé beaucoup de choses. Ça peut sembler compliqué parfois. C'est une rigueur, une dynamique à mettre en place, mais c'est pas non plus infaisable. Je pense qu'il faut commencer par quelque chose de. Voilà, faut y aller petit à petit, mais faut pas trop tarder. Il faut le faire le plus tôt possible parce que voilà, la data, elle est hyper importante et c'est une mine d'or que vous pouvez exploiter, quoi. Complètement. Moi, je finirai sur un truc qui englobe tout. C'est vraiment que, en fait, moi, ce que je remarque, c'est les entreprises voient un CRM comme quelque chose de très complexe. Et ils pensent que c'est une usine à gaz et c'est forcément une usine à gaz. Moi, je le vois totalement différemment. Pour moi, un CRM, du coup, finalement, vise à extrêmement simplifier tous les process. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il est mal configuré, ça veut dire qu'il est mal entretenu et mal structuré. Si c'est votre cas, en fait, c'est qu'il y a des actions à prendre. Normalement, ça doit être fluide. Voilà, c'est le seul truc que je. C'est ça, les C'est les fondations, étape par étape. Et après, on fait des trucs complexes, comme Sacha qui veut faire des exportations HubSpot, Clay, machin chose. Pourquoi tu utilises Clay déjà? Va utiliser un Drop Contact, un Clearbit et tout ça, ils vont enrichir tes données dans ton CRM. Un Clearbit ou des gens qui sont faits pour ça, tu vois? Tu vois, genre, il y a, comment il s'appelle? Qu'on a dit tout à l'heure, Surf aussi, qui se plug très bien avec HubSpot. Mais ta technique, elle marche. C'est ta clé unique HubSpot, elle marche. Ta technique, elle marche. Ne t'inquiète pas, elle va marcher. En fait, c'est toi qui choisis ta clé unique et ton HubSpot c'est ID va même le marcher. meilleur. Pour ce que tu fais là, Sacha, c'est le meilleur truc à faire, c'est vraiment d'utiliser le HubSpot ID parce que dès que tu vas sortir et la re-rentrer, elle n'aura pas bougé et ça sera la même. Donc, pour ton cas d'usage, c'est le mieux. Voilà, voilà. On peut conclure là-dessus. Merci messieurs d'avoir été Avec là. grand plaisir. Trop cool. Le replay est dispo. Il y a plein de vidéos. Ça va être sur ma chaîne YouTube, ça va être sur LinkedIn. Il y a des gens qui arrivent maintenant. Mais vous inquiétez pas, vous arrivez maintenant, c'est pas grave, il y a le replay. Il y a le replay. On vous laisse. Merci Maxime, merci Arthur. Avec grand pour votre plaisir. temps. Ciao. Ciao. Salut.